Il n'a jamais vu ces engins entrer en orbite. C'est justement ce que j'allais demander. Est-ce qu'il les a vus monter en orbite? Il ne les a jamais vus entrer en orbite. Il les voyait seulement voler normalement au-dessus de la chaîne de montagne. Depuis son point de vue, depuis l'endroit où il se trouvait, Ok, mais ça c'était il y a 40 ans. Supposons qu'en 40 ans, les choses aient changé. Supposons qu'ils aient progressé. J'espère sincèrement que oui. moi aussi. Les implications sont énormes. Et de plus, l'autre chose qui m'a vraiment fasciné dans l'histoire de Bob, si Bob dit la vérité, si ces objets, si ces engins sont capables de manipuler l'espace-temps, OK. ce sont des machines à voyager dans le temps. C'est exactement, j'allais justement dire. Vous venez de dire exactement ce que j'allais dire. Et il dit cela avec précaution, aussi dans mon film. Vous pouvez le voir. Où il dit qu'il n'était pas sûr que c'était la gravité. Il dit « ça se comportait comme la gravité ». Ce champ autour de l'engin, ou le champ autour de l'équipement, quoi que soit ce qu'il produisait, il dit « tout ce qu'on connaissait ou tout ce qu'on connaît qui pourrait produire quelque chose comme ça, c'est la gravité. Mais pour produire ce type d'effet, c'est la gravité. Mais maintenant, il dit « ça pourrait être une force complètement différente de l'univers qui nous est inconnu. » et qui nous apparaît à nous comme étant la gravité. Mais indépendamment de ça, il y a une sorte de déplacement temporel. Il y a quelque chose lié au temps dans ce type de technologie. Si on regarde le contrôle des champs, la gravité, le temps et l'espace sont imbriqués. Ils sont identiques. Ils ne font qu'un. Donc, si vous contrôlez la gravité, vous contrôlez automatiquement le temps. Il est impossible de séparer les deux. Maintenant, si vous regardez le film, il y a une expérience en particulier que Bob explique, qui s'est passée dans le laboratoire de propulsion et qui lui a été présentée pour lui faire comprendre comment l'équipement fonctionnait et ce qu'il pouvait produire. Et ça avait à voir avec une bougie. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, l'équipement. Ils avaient un réacteur dans le laboratoire, qui est la source d'énergie de ces engins. Ils avaient un équipement au sol, qu'ils avaient découpé de l'engin. C'était un amplificateur. Et ils avaient un émetteur, un grand objet cylindrique, qui est aussi un autre élément du système de propulsion dans le labo. Donc, ils avaient le système de propulsion installé dans un laboratoire. Quand son collègue de labo, Barry, a activé le système, l'émetteur. Cet objet cylindrique, c'est de là que, appelons ça la gravité, pour faciliter la conversation. Le champ gravitationnel, où l'énergie est projetée hors de l'émetteur. Il y avait une bougie ordinaire, placée juste à l'embouchure de l'émetteur. La flamme vacillait comme une flamme normale. Et Barry a fait pivoter l'émetteur pour activer le système. Et Bob dit, la flamme s'est figée. Il n'avait pas l'impression qu'il regardait à une flamme vivante. Elle ressemblait à une photo de la bougie, mais elle était physiquement devant lui. Et il dit, elle ne bougeait pas. Il a du mal avec ça. On a eu beaucoup de conversations là-dessus, et il me revient toujours dessus. Il l'a aussi évoqué dans une conversation qu'on avait eue une fois avec Ginov, parce qu'il disait « Rien de tout ça ne fait sens. Si c'est effectivement la gravité, on ne devrait même pas pouvoir voir la lumière émise par la bougie. On ne devrait pas voir les photons émettre de la lumière. Ça ne devrait pas arriver. Mais elle était allumée, mais figée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est figée. Ça signifie que le temps s'est arrêté pour la bougie. Et puis, il y a eu une autre chose aussi qui n'est même pas dans mon film. Je ne l'ai pas mise dans le film. Il y a une autre expérience qu'ils ont faite là-bas, et elle implique une montre mécanique. J'aurais dû la mettre dans le film. Tout le monde m'en veut de ne pas l'avoir mise dans le film. Mais je devais rendre ce film digeste, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce film. Ils avaient une montre mécanique, comme en avaient nos grands-pères. Vous savez, on la remonte, elle a un système mécanique, c'est un mouvement mécanique à remontage. Donc, ils avaient une montre mécanique placée à l'embouchure de l'émetteur. Ils l'ont activée et la montre s'est arrêtée. Intéressant? Et ce que Bob a dit là-dessus, c'est « ça, c'est différent ». Parce qu'il dit « est-ce que ça interfère avec le mécanisme » ou est-ce qu'on est en train de voir le temps s'arrêter?
On ne sait pas. Mais les implications sont, quelle que soit cette chose, ça manipule l'espace-temps. À 100%. C'est un putain de truc énorme si on y pense. Parce que Absolument. on ne parle plus seulement de quelque chose qui va vous faire voler de Los Angeles à une autre destination, disons à Londres. On parle de quelque chose qui pourrait faire des choses qu'on ne peut même pas concevoir. Est-ce que je peux vous demander ça, Luigi? Pensez-vous que si Bob Lazar recevait toutes les assurances dont il aurait besoin concernant sa protection contre les représailles ou des poursuites judiciaires, il accepterait de témoigner devant le Congrès? C'est la question à $1 million que je pense que Bob a reçu tellement de fois ces derniers temps. Et il m'a dit non. Pourquoi? Il ne veut pas. Ça ne l'intéresse absolument pas et je comprends pourquoi. Tout ce projet qu'il a fait avec moi, et je suis infiniment reconnaissant envers Bob, sa femme et ses amis, en particulier Bob et sa femme, de m'avoir permis de, en gros, entrer dans leur vie de manière continue pendant 4 ans et demi, et ils ont une vie. Bob Lazar n'est pas un ufologue. Il n'a aucune intention, il n'a absolument aucun intérêt pour tout ça. Si vous rencontrez Bob Lazar, les ovnis sont si loin de ce qui l'intéresse. C'est incroyable. Oui, j'adore le moment dans Joe Rogan. Joe faisait référence à des trucs et parlait à Bob d'histoires d'ovnis. Et Bob disait « J'en ai jamais entendu parler ». Il ne sait pas. Il dit « J'ai eu beaucoup de chance d'avoir vécu ça, mais c'était une toute petite partie de ma vie, quand j'étais plus jeune. » Il dit « Je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Je ne me suis jamais penché là-dessus. Il aurait adoré avoir accès à la technologie, parce que c'est apparemment ce qui l'intéresse le plus. Bien sûr, il regrette ce qui s'est passé. Mais est-ce ce qu'il réalise? Est-ce qu'il réalise quand même, Luigi? Je veux dire, je comprends qu'il puisse hésiter à mettre la tête hors de l'eau et à témoigner devant le Congrès et qu'il ne veuille pas s'impliquer dans tout ça. Mais ce niveau de dérobade, ça lui donne l'air de quelqu'un qui cache quelque chose. Eh bien, en fait, il a un très bon contre-argument. Et je le soutiendrai en fait. Ce dérobade, c'est aussi du côté des membres du Congrès. Donc, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais sans vraiment rien en faire. Donc, renvoyons aussi la balle au Congrès et demandons-leur. Vraiment? Vous allez vraiment faire quelque chose? Vous allez vraiment aller au fond des choses? Parce qu'au bout du compte, si le Congrès voulait vraiment aller au fond de quelque chose, s'il voulait vraiment aller vérifier s'il y avait quelque chose, et même, on a aussi entendu récemment le vice-président des États-Unis dire qu'il voudrait aller à la zone 51 pour voir s'il y avait des extraterrestres. D'abord, c'est un commentaire ridicule qui montre qu'ils ne sont pas informés. Personne ne va aller trouver quoi que ce soit à la zone 51. C'est pas là, clairement. Et même si c'était là autrefois, c'était là en transit. La zone 51 est une zone de réception. C'est comme d'atterrir à LaGuardia. Ce n'est pas New York. Vous atterrissez juste à l'aéroport. Donc dire des choses comme ça, c'est complètement juste un sujet de discussion politique pour faire croire aux gens qu'on va les mener quelque part. Ils ne vont rien faire. Je suis toujours réticent de soulever ça, mais je dois le faire, parce que les sceptiques et les détracteurs vont, bien sûr, l'utiliser comme massue pour frapper Bob Lazar et vous sur la tête. Est-ce que Bob tire un quelconque bénéfice financier du film? Oh mon Dieu, non. En fait, c'est tellement... Parce qu'hier, on plaisantait. Et je lui ai dit, « Bob, j'entends beaucoup de gens te traiter d'arnaqueur. » Et il a répondu, « J'accepterais volontiers le titre, si j'avais l'argent qui vient avec. » Il dit, « Je ne gagne rien avec ça. » Quand j'ai approché Bob Lazar pour la première fois en 2021, en novembre 2021, d'ailleurs au fait, je suis chez Bob en ce moment même, pendant qu'on se parle. Je suis dans l'Oregon, je suis chez lui. J'étais là, assis avec lui et sa femme, et j'ai dit, « Écoutez, quoi que je fasse, je vous promets que je vous donnerai une part équitable. Parce que vous m'aidez. Vous allez m'aider moi et mon équipe, et tout le reste, tout ce que vous voulez. » Et tous les deux ont dit, « Non, on ne veut rien. » C'est marrant parce que je me reconnais dans Bob là-dessus, parce que moi aussi on me traite d'arnaqueur tout le temps. Et je pense que dans le cours pour débutants de contre-espionnage, dans une petite école quelque part, derrière Fort Bragg, où on apprend aux gars comment discréditer les gens qui s'intéressent aux pannes et aux ovnis, ils disent «
Regardez, le mot qui tue, que vous devez continuer à utiliser, c'est arnaqueur, arnaqueur, arnaqueur. C'est marrant, parce qu'il y a toujours ces petits comptes Twitter qui sortent de nulle part, et immanquablement, dès qu'ils disent arnaqueur, je me dis, ah tiens, les voilà, c'est la communauté du renseignement, et c'est comme s'il manquait d'idées. Oui, je les appelle des écoliers. Mais ils ont un ordinateur maintenant. En réalité, je suis une personne honnête, donc quand j'ai fait l'investissement pour réaliser ça, il n'y avait aucune garantie. Que j'allais en tirer de l'argent? Bien sûr, non. Aucune. Je suis conscient du temps qui nous reste, Luigi. Je m'excuse de vous couper là. Mais il y a encore quelques questions que je voulais vous poser et je voudrais les aborder avant qu'on termine. Une des choses qui m'a déçu, que vous n'avez pas mis dans le film, c'est le livre Alien dont Bob a parlé. Oui, oui. Pourquoi n'avez-vous pas? C'est un livre que Bob a décrit, qui apparemment avait des pages translucides. Il a dit que c'était une sorte de texte alien. Et en le feuilletant, il montrait des images d'un certain style de structure. Oui. La raison pour ça, et je m'en excuse auprès de tout le monde, c'est qu'on n'a pas réussi à le recréer correctement. Et je ne pouvais pas le mettre dans le film. C'était moche. Je n'y suis pas arrivé. Je n'ai pas réussi à le reproduire correctement. Et je me suis dit, je préfère ne pas le mettre, plutôt que de mettre quelque chose de moche. Vous vous souvenez de l'ancienne encyclopédie Collier? Il y avait un corps humain. Et ces très fines feuilles transparentes, où on voyait le système vasculaire, le squelette, les systèmes, et on retirait une feuille. Et on avait les différentes couches du corps. Il dit que c'était exactement comme ça, mais on ne tournait pas les pages. Selon l'angle sous lequel on regarde le livre, ça change l'image. C'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à une carte lenticulaire. On a des cartes lenticulaires qui ont cette propriété. C'est pour ça que je les connais. Mais elles sont très limitées. Les cartes lenticulaires ne fonctionnent que jusqu'à un certain degré. Et elles ne contiennent pas assez d'informations. Bob a dit, ça ressemblait à une très fine feuille de métal. Et d'ailleurs, j'ai tout un extrait entier là-dessus, que je vais publier comme une sorte de bonus non monté. Des images inédites du film, qui seront sur wearenotalone.com. C'est à venir. L'histoire complète sur ce livre. Et là, on l'a juste pas mis dans le film. Il était fasciné par ça. Il dit, c'était un livre ordinaire. C'était dans les dossiers du briefing. Les documents de briefing étaient là et il dit, c'était fin. Ça ressemblait à des feuilles de métal, mais pas vraiment du métal. Il dit, ça avait toutes ses propriétés. Selon l'angle sous lequel on le regardait, on voyait des informations dans la page. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'était écrit en anglais? Et il dit, oui, ça l'était. Et pourquoi c'était important pour moi? C'est parce que si ce livre était un livre alien, parce que, vous savez, on n'avait pas ce type de technologie, et même aujourd'hui, on ne l'a toujours pas. Je me suis dit, est-ce que c'était écrit dans une sorte de langue alien? Mais c'était écrit en anglais. Et donc, c'était un vrai mystère. C'est un mystère pour Bob. Il dit, je vous dis ce que j'ai vu. Il dit, je n'ai jamais vu un livre comme ça avant. Je n'en ai jamais vu un comme ça depuis. Il connaît toutes ces cartes lenticulaires qui produisent ce type d'effet, mais il n'a jamais trouvé quoi que ce soit. Il contenait autant d'informations qu'on pouvait voir, selon différents angles. Et il dit que c'était tellement peu pratique parce que il fallait le lire selon différents angles. Et il dit, c'est quelque chose de très peu pratique. Et pourtant, il en a été témoin. Ça fait penser à un scénario à la Doctor Who où ça se traduit automatiquement et se lit dans une langue qu'on peut lire. Eh bien, Luigi, je surveille l'heure. Je pourrais continuer à vous parler encore longtemps. On a eu beaucoup à se dire. Vous allez réaliser une version en réalité virtuelle. Oui. De ces images. Je crois que ça va s'appeler Projet Gravitar. Quand est-ce que ça va sortir? Le projet Gravitar est un projet parapluie, mais le film qui vient de sortir, S4, l'histoire de Bob Lazar, ça c'est le film documentaire sur l'histoire de SC4. Et réalisant ce film, et votre audience le verra, si elle décide de le regarder ou non, elle verra qu'on a recréé l'intégralité de l'installation, le paysage, les engins et tout le reste. On les a vraiment fabriqués. Ce n'était pas juste des accessoires. C'était des équipements et des lieux à taille réelle, dans un monde virtuel.
Donc ce qu'on va faire plus tard dans l'année, et j'imagine que ce sera probablement début automne, pour être prudent, on va sortir une expérience VRR qui s'appellera S4, l'expérience. Et à ce moment-là, les gens pourront l'acheter. Ça sera probablement disponible sur une plateforme qui s'appelle Steam. Et là, si les gens ont des casques, ils mettront leur casque. Ceux qui veulent le faire sur leur tablette peuvent tenir une tablette ou même leur téléphone et regarder autour d'eux comme s'ils y étaient vraiment. Mais si vous mettez le casque, vous y êtes vraiment. Et non seulement vous pourrez le voir, mais vous pourrez vous déplacer, allumer et éteindre des lumières, ouvrir et fermer des portes, prendre l'équipement, assembler le réacteur, l'amener dans l'engin et mettre l'engin sous tension. J'adore cette anarchie splendide. J'adorerais être une petite mouche sur le mur. Dans le bureau du responsable de la sécurité, chargé de protéger le secret absolu de S4, sachant que Luigi Venditelli est sur le point de produire une expérience de réalité virtuelle qui montrera aux gens tout le contenu de l'installation. Luigi, je pense que je vais devoir vous laisser ici. Je pourrais continuer à vous parler toute la journée. Je vous souhaite sincèrement tout le meilleur pour votre film. J'ai hâte de pouvoir le voir ici, en Australie. J'en entends beaucoup de bien de la part de mes amis aux États-Unis. Et je vous souhaite, à vous et à Bob Lazar, tout le meilleur dans la quête de la vérité sur ce qui se passait vraiment, à l'intérieur de la grande colline de Papoose Lake, en 1988-1989. Luigi Venditelli, merci d'avoir participé à Reality Check. Merci Ross, c'était un plaisir.